Comment est-ce qu'on passe d'une information un peu folle, genre une seule personne qui pourrait créer un ouragan, à une immense théorie du complot? Aujourd'hui, on va justement décortiquer l'anatomie de ces grands récits. L'idée, ce n'est pas de juger, mais vraiment de comprendre les rouages, les mécanismes qui reviennent tout le temps. Alors commençons avec cette question qui interpelle. Est-ce qu'une seule personne, aussi puissante soit-elle, peut vraiment créer un ouragan? C'est une affirmation qu'on retrouve parfois, et elle est souvent associée à des personnalités comme Bill Gates. Ok, allons voir ça de plus près. Pour démêler tout ça, la première chose à faire, c'est de chercher ce qu'on pourrait appeler la graine de vérité. C'est un fait réel, souvent un peu tordu ou sorti de son contexte, mais c'est presque toujours le point de départ de toute l'histoire. Ok, alors là, c'est le point central. Les documents, ils existent bel et bien, ce n'est pas un mythe, sauf que leur but est totalement inversé. La fameuse demande de brevet, la US 2009 0173-186A1, qui est effectivement liée à des investissements de Bill Gates, eh bien elle ne vise pas du tout à créer des ouragans. C'est tout le contraire. L'idée c'était de les affaiblir. L'hypothèse, purement théorique je précise, c'était de pomper de l'eau très froide des profondeurs pour refroidir la surface de l'océan. En gros, on coupe le carburant de l'ouragan. Donc on parle bien de mitigation, de réduction des risques et pas du tout de création. Mais attention, si l'histoire sur Gates est déformée, l'idée de contrôler la météo, elle, ne sort pas de nulle part. Il existe bel et bien d'autres demandes de brevets, souvent très spéculatives. On y parle d'utiliser des ondes sonores ou même des essaims de drones pour, théoriquement, générer des cyclones. Rien ne prouve que ça marche à grande échelle, bien sûr, mais l'idée est là, officiellement déposée. Et ça, c'est une graine de vérité parfaite. Et en voici une autre, de graine de vérité. Un événement bien réel, Cyberpolygone. C'est un exercice de cybersécurité à très très haut niveau, soutenu par le Forum économique mondial. L'objectif officiel, préparer les entreprises et les gouvernements à des cyberattaques massives. Mais pour certains observateurs, simuler une catastrophe à cette échelle avec ces acteurs-là, ça ressemble moins à une simple préparation qu'à une sorte de répétition générale. On passe à la deuxième étape, les fantômes de la guerre froide. Il faut bien comprendre que la méfiance d'aujourd'hui, elle ne naît pas dans le vide. Elle est souvent nourrie par des programmes gouvernementaux secrets qui, eux, ont vraiment existé et ont marqué les esprits. Quand on regarde cette chronologie, on voit clairement que pendant la guerre froide, les grandes puissances n'ont pas vraiment hésité à lancer des opérations secrètes, disons, moralement très ambiguës. Les Américains avec l'opération Paperclip, les Soviétiques avec Ozo Aviakim, les deux camps ont recruté, parfois de force, des scientifiques du régime nazi. Et puis, bien sûr, il y a eu MKUltra, le tristement célèbre programme de la CIA sur le contrôle mental. Et attention, on ne parle pas de fiction ici, ces programmes sont très bien documentés. Paperclip, par exemple, a permis aux États-Unis de gagner la course à la Lune, mais en oubliant un peu vite le passé de certains de ses scientifiques. Quant à MKUltra, c'est devenu le symbole même des dérives des services secrets. Ces faits historiques créent un précédent très puissant. Ils prouvent que des gouvernements ont déjà fait, en secret, des choses que le grand public aurait jugées totalement inimaginables. Troisième étape. On va maintenant déplacer notre regard des secrets d'État vers le pouvoir de l'influence privée. On va voir comment le pouvoir financier, et ensuite philanthropique, a évolué à travers les siècles. Cette frise chronologique, elle est super intéressante. Elle montre une transition. Au début, on a des banques, comme la Banque d'Angleterre ou la famille Rothschild, dont le rôle principal est de financer les États et leurs guerres. Puis, on voit apparaître des fondations nées d'immenses fortunes industrielles, comme celle de Rockefeller, qui commencent à vouloir modeler directement les politiques publiques. Et on arrive enfin à aujourd'hui avec des acteurs comme la Fondation Gates, dont l'influence dans le domaine de la santé mondiale est devenue absolument colossale. Le début du XXe siècle, c'est vraiment un moment charnière. C'est là que d'énormes fortunes privées commencent à s'investir de manière très stratégique dans des secteurs publics comme la santé ou l'éducation. L'exemple parfait, c'est le rapport Flexner. Financé par Carnegie et poussé par Rockefeller, il a complètement réorganisé la formation des médecins en Amérique du Nord, allant jusqu'à provoquer la fermeture de la moitié des écoles de médecine de l'époque. Et aujourd'hui, cette influence a atteint une échelle qu'on a du mal à imaginer. Ce chiffre, 83,3 milliards de dollars, c'est le montant total des dons versés par la Fondation Gates depuis sa création. Ça lui donne un poids gigantesque dans les décisions de santé mondiale, au point que la Fondation est devenue l'un des plus gros contributeurs au budget de l'Organisation mondiale de la santé. On arrive à la quatrième étape, la convergence de l'élite. La question est simple, où est-ce que tous ces gens puissants, qui viennent du gouvernement, de la finance ou de la philanthropie, où est-ce qu'ils se rencontrent pour discuter ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, regardons un peu 3 de ces forums parmi les plus connus. On a d'abord le groupe Bilderberg, qui est vraiment célèbre pour son secret absolu. Puis, il y a le Forum économique mondial, le fameux WEF de Davos. Lui, il est plus public, mais on lui reproche souvent son élitisme. Et enfin, le Council on Foreign Relations, ou CFR, un think tank américain ultra influent sur la politique étrangère. Le point commun entre tout ça ?
Eh bien c'est simple, c'est une concentration de gens extrêmement puissants qui se réunissent pour discuter des grands problèmes du monde, et très souvent ça se passe à huis clos, loin des regards. Et forcément, cette opacité, ça nourrit la méfiance, c'est quasi mécanique. Et voilà, on arrive à la dernière étape de notre décryptage. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va les assembler pour voir se dessiner le schéma type, l'anatomie d'une grande théorie du complot. Finalement, la recette est assez simple et se déroule en 4 temps. D'abord, on part d'une graine de vérité, un fait vérifiable comme un brevet. Ensuite, on ancre ce fait dans l'histoire, en le reliant à un précédent qui fait peur comme MKUltra. Troisième étape, on tisse une toile en montrant tous les liens qui unissent ces acteurs puissants au sein de réseaux d'élite. Et enfin, l'étape finale, on donne à tout ça un grand objectif caché, immobile, comme le contrôle total du monde. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus importante. Au fond, comprendre cette structure, cette recette, ça en dit souvent plus long sur nos propres craintes collectives, sur notre rapport à l'autorité et au pouvoir, que sur les théories elles-mêmes. On termine donc avec une question ouverte. Aujourd'hui, face à des défis planétaires qui demandent une coopération mondiale sans précédent, où est-ce qu'on trace la ligne entre une coordination nécessaire entre les puissants et une conspiration ? La frontière est parfois beaucoup plus floue qu'on aimerait le croire. Merci d'avoir suivi cette analyse.